Cette année, nous ouvrons un cycle avec 3 séminaires qui s'interrogent sur ce que le genre fait au travail et aux mobilisations collectives, d'ailleurs surtout féminines, qui évoluent autour de ces expériences situées. Christine dira un mot sur les 2 prochaines séances en conclusion. Donc Anna Frisone est la première personne qu'on a invitée ici, la première invitée de ce cycle. Avec elle, nous allons nous interroger sur l'impact souvent obscurci du chômage sur les femmes. Cette question est d'une actualité brûlante avec l'annonce des plans sociaux massifs chez Michelin, Casino et Auchan et j'en passe. Donc, Anna étudie cette question à partir d'une enquête sur 2 cas de restructuration industrielle des années 1970, Fiat et LIP. Donc, d'abord, un mot sur Anna. Anna Frisone, elle est historienne et a obtenu son doctorat en 2016 à l'Institut universitaire européen à Florence, avec un travail sur le féminisme syndical des années 1970, dans lequel elle compare les expériences françaises et italiennes. Elle a publié dans des nombreux journaux, enfin revues internationaux, sur les expériences et savoirs militants du féminisme ouvrier dans les années 1970. L'ouvrage tiré de cette thèse est accessible en italien, Feminismo al lavoro, et paraîtra bientôt en français aux presses universitaires de Rennes. Depuis 2023, Anna est chercheuse à l'Institut de recherche économique sociale, donc à l'IRES. Entre autres, elle y travaille sur l'impact du Brexit sur le comité d'entreprise européen. Pour discuter de son texte, nous avons le grand plaisir d'accueillir alors 2 invités. La première est Fanny Gallo. Fanny est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Est Créteil, chercheuse au Centre de recherche en histoire contemporaine comparée. Ses recherches portent sur le travail des femmes et le syndicalisme, thématique sur laquelle elle a beaucoup publié. Son dernier ouvrage, paru au mois de mars au Seuil, s'appelle Mobiliser, une histoire féministe des contestations populaires. Donc, puisqu'on aime bien croiser aussi le regard des syndicalistes ici, nous avons aussi le plaisir d'accueillir parmi nous Agnès Aoudé. Agnès, elle est militante féministe et syndicaliste chez FSU Emploi, donc elle va assurer la deuxième discussion. Quelques mots sur l'organisation de la séance. Alors, nous commençons avec la présentation d'Anna Frisone qui va durer 25 à 30 minutes. Ensuite, nous allons passer la parole à Fanny Gallo et à Agnès Audé. Et leurs interventions vont durer respectivement 15 minutes environ. Et Anna reprendra la parole par la suite avant d'ouvrir la discussion à la salle. Donc, nous comptons finir vers midi. Donc, il me reste que nous souhaiter une très bonne séance et je donne la parole à Anna pour commencer avec sa présentation. Peut-être un mot pour excuser du coup les nombreuses personnes qui nous ont écrit parce qu'elles ne pouvaient pas bouger jusqu'ici aujourd'hui, notamment à cause de la météo des transports avec quelques problèmes. On les remercie. En tout cas, il y a beaucoup de monde en visio. Merci d'être là. Anna, à toi. Merci. Bah, tout à fait, merci beaucoup à toutes et à tous pour la participation à cette conférence, surtout en visio. Je voudrais remercier d'abord Fanny et Agnès pour avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui de la question chômage, femmes, travail. Et aussi, je remercie Marcus et Christina pour l'organisation très attentive et dédiée du séminaire international ici à l'IRES. Voilà un peu les plans de la communication d'aujourd'hui. Je vais d'abord esquisser un peu mon parcours, même s'il a déjà été mentionné, et surtout expliquer un peu l'origine de mes recherches, donner un cadre historique des problématiques que j'ai voulu aborder avec ces papiers. Et je vais me pencher sur 2 études de cas, celui de Fiat à travers surtout la personnalité de Alessandra Mecozzi, une femme syndicaliste de la CGIL, et les cas de LIP à travers la figure de Monique Piton. Et ensuite, j'essaierai de tirer quelques conclusions. Voilà. Alors, je ne vais pas trop me rester sur cela. Marcus m'a déjà introduit.
En fait, ce qui est important de dire, c'est que le papier que je vais présenter aujourd'hui, il est tiré d'une recherche postdoctorale que j'ai conduite à partir d'une sorte d'inspiration qui m'est venue pendant le travail de recherche pour la thèse. En fait, alors que je m'occupais de la question du féminisme syndical, qui est en sort, on peut dire, de croisement entre les luttes syndicales et les idées, les pratiques féministes qui sont développées aux années 70 dans plusieurs endroits dans le monde. Moi, particulièrement, je me suis occupée des cas italiens et français. Euh, J'étais amenée justement, à travers aussi la découverte de certains documents dans les archives, à me poser des questionnements ultérieurs concernant la crise de l'emploi industriel aux années 80 et du coup la question en particulier du chômage et du chômage féminin. En fait, ça, c'est pour vous donner un exemple, une photo que j'ai trouvée aux archives de l'Institut Gramsci à Turin. Et on voit un pancarte qui affiche la phrase A casa non si torna, nous ne retournerons pas à la maison. Et justement, je me suis interrogée par rapport à ces verbes un peu révélateurs, car je me suis dit, bah, évidemment, des hommes, des ouvriers n'auraient pas utilisé cette même expression par rapport à la dimension domestique. Et du coup, j'ai essayé de développer ce projet postdoctoral qui a été financé par des fonds autrichiens dédiés à Edith Sorer, euh, qui concernent les questions de genre et les inégalités socio-économiques. Euh, Au début, le projet devait être beaucoup plus étendu. Finalement, ça s'est réduit en raison justement de la question des ressources pour la recherche qu'on connaît tous. Euh, mais voilà les problématiques centrales que j'ai essayé d'aborder dans ce papier, du coup. Par rapport à la perte de l'emploi et le chômage des femmes, je me suis demandé qu'est-ce que cela signifie en termes de statut social, de dépendance économique et de perception de soi et de relations au foyer, à la sphère domestique. Et dans quelle mesure la frontière que je définis toujours glissante, en fait, on le verra, entre les domestiques et les publics, risque-t-elle d'être à nouveau rétablie? Alors, j'ai décidé de m'occuper de deux cas très emblématiques. Les cas de la Fiat à Turin et de l'IP à Besançon. Il s'agit en fait des luttes syndicales qui ont été largement examinées en tant que site de résistance ouvrière, à la fois dans des travaux militants à l'époque et aussi des travaux académiques récents, sociologiques et historiques, évidemment. Mais il y a beaucoup moins d'attention qui a été portée, par contre, aux conséquences de ces conflits qui ont marqué le monde du travail, mais dont les conséquences, justement, restent largement inexplorées, et en particulier en ce qui concerne leur dimension de genre. Je considère ces deux cas une comparaison faisable en tant que plutôt homogène en termes d'un côté des places de ces deux cas dans l'histoire du mouvement ouvrier des pays respectivement et de l'autre côté par rapport à une conscientisation féministe précoce de la main-d'œuvre dans ces deux sites parce que, comme on le sait, il y a eu dans les deux cas des expériences des collectifs féministes qui se sont établis sur les lieux de travail et qui ont accompagné, en fait, qui ont nourri toute la période de la lutte des résistances des ouvriers et des ouvrières, du coup, dans les deux sites, et qui font que mes interviewés, Alessandra Mecozzi et Monique Piton, qui sont les deux cas de micro-histoire, si vous voulez, dont je m'occupe dans ces papiers, ça fait qu'elles peuvent non seulement raconter leur histoire, mais aussi nous fournir une perspective plus large sur les collectifs des femmes qui ont pris part à ces luttes. Voilà. Je commence d'abord par les cas des Fiat. Ici, il y a la crise de la désindustrialisation et un plan de restructuration qui est lancé en 1980.
Et depuis l'année suivante, il y a l'établissement d'un comité des chômeurs chez Fiat. Et Alessandra Mecca, elle était une déléguée syndicale de la CGIL et justement une féministe qui s'était beaucoup engagée dans l'Intercategoriale Donne, qui était un collectif de femmes syndicalistes actif pendant toutes les années 70. Et elle me raconte que sa décision, en fait, sa demande de s'occuper du comité des chômeurs avait ceci, elle dit, de significatif. Je pensais que les syndicats, et moi personnellement, en tant que syndicaliste, ne devaient pas abandonner les ouvriers expulsés par la Fiat. Les syndicats devaient inclure aussi les ouvriers qui se trouvaient alors hors de l'usine. Alors ça, c'est, je trouve, déjà une marque très importante, un signe de la poursuite, si vous voulez, de son engagement féministe, parce que notamment dans l'intercategoriale donne, l'effort des femmes syndicalistes avait été déjà toujours celui d'aller au-delà des frontières, on peut dire, du travail pour inclure de manière large des femmes aussi non, qui n'étaient pas employées, qui n'étaient pas salariées. Et du coup, les étudiantes, les femmes au foyer et les femmes au chômage déjà. Du coup, si vous voulez, son engagement révèle un peu une continuité des pratiques féministes au sein de cette lutte des chômeurs Fiat. Elle n'est pas du coup personnellement affectée par le chômage, mais elle se met au service de ce comité. Pour faire un petit pas en arrière, pour vous raconter le fait qu'en décembre 1977, il y a en Italie l'introduction de la loi d'égalité, signée du coup par, et voulue très fortement par un ministre du Travail et Femmes, Anselmi, qui porte à l'unification des listes publiques des demandeurs d'emploi, ce qui fait que les listes qui étaient une fois ségrégées par sexe sont finalement réunies et les femmes, elles montent au sommet de ces listes parce qu'un des critères, c'était la durée en fait du chômage, de la permanence dans la liste. Du coup, c'est en ce moment que des industries telles que Fiat, par exemple, sont obligées à recruter des femmes aussi. Et du coup, il y a ce phénomène un peu intéressant d'une embauche massive de femmes en 1978 et, comme j'évoquais tout à l'heure, la crise qui arrive seulement 2 ans après. Du coup, là, je vous cite un document interne du management Fiat très intéressant qui met en lumière comme, en fait, l'introduction de la loi amène concrètement à prévoir un 50% de recrutement des femmes en 78, mais il y a aussi le commentaire qui a fait par la suite et que j'ai souligné, où on dit, étant donné que l'emploi féminin est conditionné par le manque de services et des structures sociales qui ne sont pas censées être éliminées à court terme et toujours liées aussi au boom économique qui favoriserait une grande attractivité du secteur tertiaire. Oui, c'est ça. Venez. Le pourcentage du coup du personnel féminin parmi les nouveaux employés des Fiat se stabilisera plus tard à des niveaux à nouveau entre 25 et 30%. Du coup, on peut voir ici toute une dynamique qui a mis en place, qui est affectée par l'introduction de la loi, mais qui, en s'appuyant sur des conditions socio-économiques plus larges dans la société, amène le management Fiat à se dire, bon, on est obligé à recruter des femmes maintenant, mais on sait que cette situation va se régler par la suite. Voilà. Du coup, en 80, on a une période de grève très importante de 35 jours de mobilisation très intense de la part des ouvriers et des ouvrières. Mais finalement, les syndicats doivent accepter une réorganisation lourde qui conduit au licenciement de 23 000 travailleurs. Alors, il y a un plan industriel qui est fait avec l'accord du gouvernement
pour théoriquement réembaucher par la suite la plupart des travailleurs expulsés et qui sont en ce moment mis en ce qui est appelé cassa integrazione, mais soutien pour les chômeurs mis en place par l'État. Sauf que ce plan ne sera pas réellement appliqué et c'est pour cela que le comité des chômeurs s'établit chez Fiat pour veiller à cette mise en place. Une donnée intéressante par rapport à cela, là, il s'agit d'une publication d'un journal des femmes syndicalistes de Fiat, l'autre moitié de l'usine, qui précise comme à l'époque, dans toute la région de Touran, les femmes constituaient environ le 20% des salariés, mais parmi les expulsés chez Fiat, elles étaient plus de 30%. Du coup, il y a un manque de volonté d'abord de recruter des femmes, comme on a vu par rapport aux documents qui discutaient la loi d'égalité, et ensuite un ciblage des femmes par rapport au licenciement. Ça, c'est une citation de l'entretien avec Alessandra Mecozzi qui dit: nous avons essayé en tant que délégués avec les collectifs urbains aussi de la Maison des femmes de ne pas baisser les bras, au contraire, de mener une analyse sur la question même du travail des femmes pendant ces années. En effet, en 1983, nous avons organisé à Turin le congrès international Produire et reproduire. Il y a tout un travail d'interrogation, de réflexion sur la question femmes, travail et du coup manque de travail aussi, qui est mené par les femmes syndicalistes au niveau de la ville de Turin et qui essaye aussi de tisser des liens à l'international. Il y a des contacts notamment à la CGT avec la rédaction du magazine Antoinette, par exemple. Essayer vraiment de nourrir une discussion, un débat, une réflexion sur tous ces sujets. Et ce qu'Alessandra m'a dit, dans ce qui est arrivé à ces femmes expulsées de l'usine, certaines, comme je le soulignais tout à l'heure, après 2 ans seulement, il y avait un sentiment généralisé d'échec face à ces défis, mais aussi la volonté de ne pas baisser les bras. Là, je passe plutôt au cas de l'IP. Alors, comme j'imagine plusieurs personnes d'entre vous savent bien les débuts du conflit social à l'IP. Ça s'est fait déjà en 1973 pour éviter les licenciements massifs, la vente d'entiers départements en fait de l'usine. Et il y a cette lutte, l'occupation de l'usine, la poursuite de l'activité en forme d'autogestion pour produire et vendre les montres et continuer à payer les salaires des ouvriers et montrer la rentabilité en fait de l'entreprise. Sauf que justement, à la fin, après aussi une gestion aidée par les pouvoirs publics, mais qui n'aboutit pas finalement avec plusieurs changements de direction, il y a la fin de l'expérience de l'entreprise LIP en tant que telle et les syndicats, en particulier la CFDT, avec aussi un accord avec les gouvernements, décident d'établir, de mettre en place 6 coopératives. Et il y a aussi la création de 3 listes de coûts des salariés qui sont faites par les salariés eux-mêmes. Il s'agit d'une première liste de salariés qui auront la perspective d'être immédiatement embauchés dans ces nouvelles coopératives. Une deuxième liste qui inclut par contre des salariés qui vont devoir attendre quelques temps pour que les coopératives se mettent en place et qui marchent bien pour être embauchés. Et une troisième liste de personnes qui vont être juste laissées au chômage, justement. Et du coup, j'ai pu lire un travail très, très, très bien fait, très important de Pauline Brangolo, qui a dans son mémoire de maîtrise, elle a montré vraiment la pertinence des compétences dans le processus de prise de décision pour aboutir à ces 3 listes. Et elle a prouvé comment la discrimination des genres s'est concrétisée dans ce cas
sous l'étiquette de l'évaluation de la qualification. En fait, la majorité des places dans ces coopératives étaient réservées aux techniciens et aux ouvriers professionnels, qui évidemment sont des professions essentiellement masculines, et la plupart des travailleurs laissés de côté, du coup, dans la liste C, étaient les ouvrières spécialisées, donc des femmes qui travaillaient à la chaîne. Évidemment, cette décision pose énormément de questions parmi les travailleurs de l'IP. Là, je vous cite un tract qui a été distribué les jours du vote et auquel Monique Piton, mon interviewée, adhère. Le tract dit je vote contre les reclassements. Le LIP appartient à ceux qui luttent. Sacrifier une partie des travailleurs pour la rentabilité d'une entreprise, même coopérative, est inacceptable. Je ne me suis pas battue pour cela. Je ne peux pas accepter que l'on se charge de dresser la liste des amis que l'on abandonne au chômage. Alors, Monique Piton n'était pas dans la liste C, mais elle décide, comme geste politique, de quitter, de ne pas rentrer dans la dynamique des coopératives. Pour survivre, elle me raconte, je me suis inscrite en cours professionnel et après un stage, elle reçoit une promesse d'embauche qui finalement n'est pas honorée par l'employeur. Et du coup, elle dit, je n'avais pas plus de logement, plus de revenus. Et après le stage, je n'avais plus droit aux allocations chômage. Donc, j'ai juste réussi à stocker les meubles qui me restaient dans nos sortes d'entrepôts, mais j'étais à la rue. C'était ça le pire du chômage. J'étais sans domicile fixe, totalement au chômage. Je ne pouvais pas payer de loyer ni avoir de voiture. J'étais SDF. Alors là, j'ai fait une petite précision parce que, en fait, faut savoir évidemment que Monique Piton, c'est une personne qui a été fortement engagée dans la lutte de l'IP, très en avant vraiment. Aussi au niveau de la communication, elle a participé à la réalisation de documentaires sur les années de lutte, elle a publié des livres, donc elle est quelqu'un qui est très consciente évidemment de l'usage des mots et du coup cette référence au SDF, etc. Est très impactante, mais elle est faite avec beaucoup de conscience et de compétences rhétoriques, si vous voulez. Tout de même, il s'agit d'une réflexion que reste très significative par rapport à la condition du chômage, à la précarité du chômage. Monique, elle quitte Besançon pour s'installer à Paris. Elle dit, je trouve des petits boulots non déclarés alors que je suis hébergée par des amis sympas. J'ai continué à chercher un vrai travail, mais quand je disais que j'avais travaillé à l'IP, on me rejetait et parfois de façon très méchante. D'autres personnes de l'IP ont aussi eu des difficultés de ce genre. Alors là, évidemment, ça ne concerne pas que les femmes, mais le stigma de la lutte marque tous et toutes les ex-salariés de l'IP parce que leur cas était d'un côté très connu, très important, et du coup, ça avait des conséquences par rapport aux chances d'avoir de nouveaux emplois par la suite. En parlant du vécu du chômage, alors oui, la situation de Monique est plutôt exceptionnelle parce que justement, elle est à l'époque célibataire, elle bouge d'une ville à l'autre. Du coup, c'est pas forcément représentatif, mais de l'autre côté, si vous voulez, ça aide à sortir d'une vision où la situation justement des femmes célibataires ou des familles monoparentales est souvent effacée. Parce que dans notre imaginaire, la question justement du retour au foyer des femmes, ça correspond plutôt à une situation différente. Les déménagements loin de Besançon, je trouve, c'est aussi très emblématique de la crise du collectif après les années de la lutte et du partage total. Tous les récits qui sont faits sur l'expérience de lutte chez l'IP racontent vraiment d'un partage incroyable. Et là, il y a vraiment, là, avec la réalisation des coopératives et l'établissement de ces 3 listes de salariés, il y a la disgrégation totale qui amène encore plus accentuée, si vous voulez, par la suite pour le chômage. C'était une période très dure, Monique dit, une période de précarité. Et moi, je commence, c'est
une précarité économique, mais aussi existentielle. Le déménagement à Paris a permis de poursuivre sa vie, mais a considérablement affecté ses relations et son engagement politique. Elle ajoute, j'avais en quelque sorte disparu. Aussi dérangeant que ce terme puisse paraître, il exprime les sentiments de déconnexion que les chômeurs développent dans la société orientée à la production. Elle raconte qu'à Paris, évidemment, elle fait des rencontres, elle a des échanges avec d'autres personnes, mais elle n'arrive pas à partager complètement son expérience. Elle n'arrive pas à avouer son manque de moyens économiques, etc. Et du coup, là où la perte d'emploi se transforme en perte d'identité, ça devient vraiment lourd pour elle de gérer tout cela. Voilà. Du coup, cet élément, c'est très important. Elle me dit, je ne pouvais même pas acheter les journaux en 1980. J'étais trop occupée à survivre, à garder la tête hors de l'eau, comme on dit. J'ai en quelque sorte oublié le monde qui m'entourait. Et cela, c'est particulièrement touchant par rapport à quelqu'un, une personne comme Monique, qui était totalement passionnée et engagée par des processus d'émancipation collective. Et ça dit beaucoup de la dureté du chômage et de son impact sur la relation à la sphère publique. Et de ce point de vue, je fais un petit rappel au cas de Fiat parce que aussi Alessandra Mecozzi, du coup, elle était personnellement engagée dans les comités des chômeurs, mais elle témoigne du fait que la participation des femmes, des ex-salariés Fiat, était très limitée. Et justement, c'est un élément qui différencie énormément l'expérience du chômage fait par les hommes qui continuent à se mobiliser, à reconstruire cette dimension du collectif et l'expérience du chômage des femmes. En particulier, il y a la question du lien avec la sphère domestique. Monique Piton, elle me dit il y avait des femmes qui perdaient leur travail et qui ne pouvaient pas en retrouver un. Si leur mari avait un travail, elles pouvaient vivre, mais elles redevenaient domestiques. Et elle commande, mon expérience a été différente parce que justement, elle n'avait pas cette dimension familiale à l'époque. Mais cela nous ramène au slogan des femmes chez Fiat que je vous montrais au début, qui refusait que le chômage signifie le retour en vie domestique sans indépendance économique, à liberté limitée, sans statut social autre que celui de la femme au foyer traditionnel. Du coup, pour tirer quelques conclusions, évidemment, les témoignages que je vous ai présentés sont très spécifiques, mais elles sont aussi utiles pour une réflexion collective en raison de la sensibilité de ces deux femmes aux dynamiques de genre, nourries en fait par un engagement féministe de longue durée qui en ressent vraiment à travers leurs mots. Du coup, deux questions principales. Alors, les femmes ont été victimes des discriminations, ont été la cible de licenciements de la part de leur employeur, qu'il s'agisse des chefs d'entreprise, dans les cas de Fiat, ou des collègues de travail chez LIP avec la création des coopératives. La discrimination contre les femmes se développe souvent de manière déguisée. On a vu par rapport à leur rôle d'aidant et manque de services publics, là je fais référence au document du management Fiat. Il y a une autre forme de discrimination que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi important, l'affectation à des secteurs durs. En fait, le management Fiat mettait ça en place, justement quand ils ont été obligés par la loi d'égalité à recruter les femmes, ils les affectaient à des secteurs particulièrement durs et du coup, ils les amenaient, aujourd'hui on appellerait ça de harcèlement moral, à quitter en fait, souvent. Et ça, c'était fait aussi pour des hommes syndicalistes, notamment pour les amener à quitter l'usine. Et la troisième question, c'est celle vue dans la création des coopératives chez LIP. Les femmes sont discriminées sur la base de la question des compétences et des qualifications. Par la suite, dans les moments du chômage, on voit d'un côté des difficultés majeures des femmes à être à nouveau employées en raison de la charge familiale supposée ou réelle, parce que parfois c'est l'employeur qui décide de ne pas embaucher des femmes parce qu'il suppose qu'elles ont une charge ou qu'elles sont vraiment
obligés à s'occuper des contraintes familiales. Et de l'autre côté, il y a des contraintes à participer aux formes de mobilisation collective contre le chômage, ce qui est particulièrement douloureux pour des femmes qui auparavant, pendant le lutte, ont été énormément actives. Et voilà, avec ça, je m'arrête. Merci pour votre attention. Merci à toi, Anna. Sans tarder, on va donner la parole à Fanny pour une discussion entre 15 et 20 minutes et ensuite à Agnès qui est en visio. Oui, eh bien, merci beaucoup pour l'invitation, hein. Je suis vraiment ravie d'être ici et puis de discuter. Anna, bon, on se connaît depuis longtemps en réalité et on a évolué en parallèle. Non, bah, du coup, la première chose que moi je voulais souligner, c'est le côté en fait très heuristique à partir de trajectoires individuelles et de comparer aussi deux trajectoires individuelles incarnées dans des contextes et de montrer en fait ce qu'elles révèlent finalement de l'ensemble des contextes, mais vraiment partir de deux individus, deux militantes. Je trouve que c'est un choix voilà, très intéressant et c'est une question évidemment qui, enfin, le fait de travailler sur le chômage des femmes, en réalité, ça comble un vide historiographique réel que je pense on peut expliquer par toutes les raisons que tu évoques dans ton texte. C'est-à-dire que voilà, l'histoire du chômage des femmes, c'est finalement une non-question puisque c'est aussi le produit de tout ce que tu développes, c'est-à-dire le fait que bah, ça repose sur l'idée que les femmes sont pas forcément censées travailler professionnellement ou en tout cas que ça reste voilà une forme de transgression que de le faire puisque ça s'adosse à l'idée du salaire d'appoint, etc. Même si évidemment dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a pas mal d'évolutions à ce sujet. Tu l'évoques aussi, hein, l'accès à l'emploi professionnel des femmes dans les deux pays, mais justement, je vais y revenir un peu. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de, par des trajectoires incarnées, revenir sur cette question-là qui, en réalité, a très peu été étudiée par les historiens et les historiennes. Il y a quelques recherches, hein, plutôt en sociologie finalement. Et d'ailleurs, je vais y faire référence dans ma discussion. Alors, je ne savais pas trop exactement ce que vous attendiez en termes de discussion, mais globalement, ce que je me suis dit, c'est que j'allais euh, organiser cette discussion en trois temps où je vais à la fois faire référence à des choses que j'ai travaillées moi-même, des choses que d'autres ont travaillées, tout en posant des questions. Je me suis dit que c'était à peu près ça ce qui devait être attendu de moi. Et donc, j'ai organisé un peu ma discussion en trois moments. Le premier moment, c'est en gros les enjeux qui se rapportent au contexte de la deuxième moitié des années 70, du début des années 80, qui est le contexte sur lequel donc tu travailles de façon plus précise. Le deuxième temps, c'est du coup le rapport au travail professionnel que ça peut révéler en fait l'implication dans des comités de chômeurs et de chômeuses et voilà le fait ce que tu décris en fait sur les deux personnes sur lesquelles tu as travaillé. Et enfin, le troisième temps, évidemment, c'est la question de l'organisation collective des chômeurs et en l'occurrence des chômeuses et le rapport évidemment au syndicalisme. Donc sur le premier temps en fait de discussion, effectivement, on est sur un contexte particulier, comme tu l'évoques, hein, post-crise de 73 et donc début de la désindustrialisation. Donc finalement une nouvelle question qui apparaît et on a donc moi évidemment comme tu le sais, je connais mieux la situation française que la situation italienne, mais en France, hein, dans la deuxième moitié des années 70, une vraie offensive gouvernementale pour le retour au foyer finalement des femmes, hein. Même Christian Belac, qui est alors ministre du Travail, exprime à la télé cette idée d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas noté, c'était en 76 je crois, sur l'idée que finalement la place des mères est bien davantage à la maison. Donc il y a une offensive, hein. Il y a même, dans le cadre de certaines mobilisations contre les fermetures qui commencent à poindre, l'idée de favoriser la réinsertion
des hommes, mais finalement ne pas se préoccuper tant du reclassement et de la réinsertion des femmes, notamment quand ils sont en couple. On le retrouve précisément en fait dans les archives, et on a des organisations syndicales qui interviennent beaucoup sur cette question, hein, et je pense notamment à la CGT. Moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus, là, dans mon dernier livre sur Mobiliser, sur la manière dont la CGT justement réagit à cette offensive gouvernementale de retour au foyer, de mettre en avant le retour au foyer. Alors, dans ce contexte particulier, donc tu reviens bien sûr sur l'accession au monde du travail professionnel post-45. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu parles, moi je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui de changer aussi un peu de focalisation, et c'est ce que ça pose aussi comme question épistémo, le fait d'envisager le chômage. Ça pose la question du travail professionnel, de l'utilité, de qu'est-ce que ça veut dire être utile dans cette société finalement capitaliste. Ça veut dire être producteur, producteuriste. Et en gros, le chômage, ça veut dire être inutile. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait par ailleurs, c'est considéré comme étant inutile. Et là, on est aujourd'hui, et tu l'évoques aussi, dans un contexte avec une offensive très forte sur cette question-là. Et on a aussi des collègues qui bossent sur cette question du rapport à l'utilité. En tout cas, on a donc des périodes où on a des accessions au monde du travail professionnel pour les femmes, en réalité assez différenciées en France et en Italie. Et là, toi, tu parles donc c'est ça que je trouve intéressant, de sphère extra-domestique, donc la présence des femmes dans la sphère extra-domestique. Et je trouve que c'est intéressant d'inverser finalement le rapport et de partir de la sphère domestique et de parler justement du travail professionnel comme l'idée de sphère extra-domestique. Donc, on le sait, et tu le dis, elle n'est pas du même ordre en France et en Italie. Cette implication dans le travail professionnel, cette accession au marché du travail professionnel, on va dire. Et du coup, moi, ça a été, par exemple, un des éléments d'explication c'est un élément d'explication du mouvement pour le salaire au travail ménager, qui a davantage pris en Italie qu'en France. Il y a plein d'autres éléments d'explication, hein. Il y a des personnes qui travaillent sur cette question. Je crois que Marianne est connectée, et c'est une des questions qui l'intéresse. Marianne Gourdon, l'idée pourquoi en fait cette question de ce mouvement pour le salaire au travail ménager, il a davantage pris en Italie qu'en France. Donc une des explications, c'est cette accession au monde du travail professionnel. Et du coup, moi, la question évidemment subsidiaire que je me pose, c'est du coup, qu'est-ce que toi t'en conclus avec ces deux trajectoires? À partir de tes deux trajectoires, dans quelle mesure finalement cette accession différenciée au travail professionnel en France et en Italie, elle produit une approche différente du chômage. En gros, moi, j'ai l'impression, en te lisant, que le chômage semble mieux, le chômage des femmes, excusez-moi, je précise, mieux vécu en Italie qu'en France. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît pouvoir s'expliquer par justement notamment ce Wages for Housework, ce mouvement pour le travail ménager, qui du coup a posé aussi cette question du travail ménager et du coup de l'utilité du travail productif et reproductif différemment qu'en France en fait? Et du coup, dans quelle mesure, tu vois, il y a une articulation qui peut s'opérer entre les deux, c'est-à-dire dans l'appréciation du chômage, puisque on va considérer que le travail ménager est utile, le travail ménager est productif, le travail ménager peut être une base d'organisation collective des femmes des classes populaires. Est-ce que du coup, ça produit une approche différenciée de la lutte des chômeuses en France et en Italie à partir des deux cas? En gros, c'est des choses que tu évoques dans ton papier un peu, hein. Mais c'est en gros pour essayer d'aller plus loin et pour essayer de retirer un peu des éléments peut-être plus globaux. Le deuxième point sur lequel donc je voulais revenir, c'est le chômage pour les femmes, ce que ça révèle comme rapport au travail finalement professionnel plus fort que prévu. C'est un peu ça que du coup tu montres aussi avec tes deux cas. Et donc ça, c'est un peu une question qui avait été abordée par Manuela Rupnel Fuentes, qui a travaillé sur les chômeurs de Moulinex en sociologie, qui
qui revient un petit peu sur justement tout ce sentiment voilà, d'humiliation, de honte, cette difficulté justement à retourner au foyer après avoir eu des phases de travail professionnel importantes. Qu'on considérait comme un acquis et finalement une forme de régression que produit le chômage. Et donc, ce que ça révèle en définitive, c'est que contre toute attente, alors je suis dans l'ironie totale, hein, mais contre toute attente, il y a un rapport au travail professionnel bien plus important des femmes, des classes populaires, qu'on le croit, même s'il est relativement récent, peut-être si on prend sur une période historique plus ample du XXe siècle. Donc voilà, donc ça, tu l'évoques un petit peu, mais est-ce que, bon, voilà, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Et il y a un truc que tu n'évoques pas du tout et qui est très bien travaillé par Manuela Rupinel Fuentes, c'est la question de l'âge. C'est-à-dire que, donc, elle travaille sur Molinex, sur des femmes qui ont fait une carrière à Molinex je sais pas, enfin, ça peut être 20, 25, 30 ans, qui se retrouvent licenciées en 2001, voilà, de façon très brutale, qui se situent toutes plus ou moins à des périodes charnières de leur vie. Donc ça peut aussi faire le lien avec moi, mon propre travail, où en gros, elles ont commencé jeunes filles et puis elles finissent finalement grand-mère, enfin, ou en tout cas relativement âgées. Donc, ce que dit Manuela, c'est que elles ont entre 44 50 ans, en fait, au moment du licenciement. Et donc, du coup, ça pose aussi une question en termes de comment on se reconstruit quand voilà, on a passé sa vie à courir, et là je cite globalement ce qu'a pu être la vie des ouvrières avec leur double journée de travail dans les années 70-80, etc., et des enfants en bas âge, et l'intense quotidien que ça produit. Et là, on se retrouve finalement du jour au lendemain avec plus de travail professionnel et finalement plus vraiment d'enfants à charge. Et donc ça produit aussi donc un vide. Cette question de l'âge, est-ce que c'est une question que tu as aussi pu observer, ce qui fait que ça produit pareil, ça c'est assez particulier aux femmes, c'est quelque chose de différent du coup par rapport au chômage des hommes, qui n'assument pas ce travail domestique et qui du coup voilà, se sentent vidés de tout du rôle central qu'ils sont censés jouer, à savoir nourrir la famille. Mais bon, là je pense que tout le monde est au courant, je vais pas développer, mais en gros du coup, bon, comme ils n'avaient pas forcément en tête de prendre en charge justement les enfants, c'est moins une question pour eux que du coup pour les femmes qui se situent en plus à cette période charnière de leur vie. Donc voilà, une question un peu autour de ça. Et le troisième point, là, ça fait à peu près 10 minutes que je parle, non, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas regardé du tout, mais Oui, oui. ouais. Le troisième point, c'est l'action de l'organisation collective. Alors là, j'ai pas mal de choses à en dire. Donc, je sais, j'ai tellement plein de choses à en dire que du coup, je sais pas trop, ça va peut-être être un peu décousu. Mais donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé en découdre dans mon travail sur les ouvrières, non pas tant sur le chômage que sur la manière de faire perdurer le collectif qu'on a construit à l'usine. En gros, l'idée de passer des filles de Chantelle, Moulinex, aux anciennes de Chantelle, Moulinex. Donc, voilà, on construit un collectif dans la lutte, dans le syndicalisme, dans les grèves, l'usine, une famille, etc. Et la fin, enfin le licenciement, nous renvoie enfin, on se retrouve seul finalement, confronté à nos quotidiens. C'est d'ailleurs ce que tu montres avec Monique Piton. C'est ce sentiment de solitude finalement très fort après ce sentiment de lutte collective. Et donc, comment on passe des filles d'eux, des ouvrières d'eux, aux anciennes d'eux, à une ancienne d'eux, des filles d'eux à une ancienne d'eux. Et donc, bon, voilà, ça, c'était un peu donc ce qui est dans ma thèse. Et je revenais du coup sur comment est-ce qu'on essaye de faire perdurer tant bien que mal le collectif après le licenciement via des associations, via des ateliers d'écriture, via des pièces de théâtre.
Et où je pose aussi évidemment la question de la réinsertion professionnelle que tu évoques également et qui est à peu près systématique et qui révèle, comme tu le dis, la déqualification permanente des ouvrières, puis après des travailleuses dites du care, enfin en gros leur réinsertion professionnelle qui ne peut s'envisager finalement que dans ce type de métier en fait. Donc comment ça c'est géré en gros par les cellules éventuelles de reclassement et comment du coup elle se retrouve finalement assez seule. Mais évidemment, moi donc j'ai pas beaucoup travaillé sur leur implication dans des collectifs de chômeuses en tant que telles, puisque c'est pas euh, fondamentalement leur enjeu après ces fermetures, qui est de faire de maintenir la mémoire de l'usine dans le cadre collectif qu'on construit pour en faire finalement le deuil, mais ensemble, comme on a lutté antérieurement ensemble, alors que les collectifs de chômeurs et de chômeuses ambitionnent bien davantage font aussi ce travail finalement de construire de maintenir ce collectif antérieur, mais non pas tant, mais avec l'idée justement d'être enfin dans une aussi lutte actuelle, c'est-à-dire plus pas tant de faire perdurer une forme de nostalgie de l'usine, mais aussi se poser la question du rapport finalement au travail et notamment à l'absence de travail professionnel aujourd'hui, donc avec une dimension revendicative. Donc évidemment, c'est un peu différent de ce sur quoi moi j'ai travaillé, mais en tout cas, ce que ça pose comme question, c'est bien sûr la place des chômeurs et des chômeuses dans les syndicats, surtout à cette période, parce que c'était une non-question du syndicalisme. Et là, moi, ça fait écho, par exemple, à un truc que j'ai travaillé dans Mobiliser, qui est quand les travailleuses au foyer, les femmes de grévistes de l'Alstom Belfort veulent s'organiser syndicalement et qu'on leur dit bah non, oui vous avez lutté pendant des mois aux côtés de vos maris, mais voilà vous gardez vos enfants et c'est pas à ce titre-là vous ne pouvez pas vous organiser syndicalement. Puisque vous ne constituez pas finalement un métier. Donc, si vous élevez d'autres enfants que les vôtres, ça marche. Si vous élevez vos propres enfants, ça fonctionne pas. Je fais tout un passage dans Mobiliser sur cette question. Et donc, du coup, voilà, l'absence de réflexion, en tout cas du syndicalisme ou la difficulté à penser cette question au niveau du syndicalisme pendant cette période-là, puisque ça commence à arriver dans les années 90. Et du coup, ton travail, justement, j'ai l'impression, et c'est aussi en ça qu'il est vraiment très intéressant et qui répond à un vide historiographique, c'est qu'il constitue finalement une forme de généalogie du travail, par exemple, de Xavier Duneza, que tu dois connaître, sur les collectifs de chômeurs dans les années 90, qui, en fait, est un des premiers à avoir pensé la division sexuée du travail militant à partir des collectifs de chômeurs dans le contexte du mouvement des 100, des 100 logements, des 100 travail, etc., etc., dans le moment de reprise des luttes post-95, où lui, du coup, il a étudié systématiquement, aussi avec Valérie Cohen d'ailleurs, cette question-là de la division sexuelle du travail militant, c'est-à-dire dans ces collectifs de chômeurs, qui fait quoi? Donc, comment les femmes, elles servent le café, comment les hommes, ils prennent la parole en public. Je vais pas non plus ici, je pense, vous faire un dessin. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette idée de division sexuelle du travail militant, mais il fait une enquête assez systématique de comptage de ces rôles. Cela dit, ce que moi je trouve que tu apportes par rapport à son travail, alors, je l'ai pas relu attentivement là pour cette discussion et je m'en excuse, mais je connais un peu ce qu'il fait. Enfin, je l'ai lu à un moment donné. J'ai l'impression que lui, autant il parle de division sexuelle du travail militant et donc il fait référence, par exemple, à l'absence des femmes ayant entre 18 et 40 ans globalement. Donc, on a des jeunes femmes célibataires, on a des femmes âgées qui ont des enfants de plus de 18 ans, de plus de 20 ans dans ces mouvements de chômeurs, mais on n'a pas de femmes en charge d'enfants en bas âge ou de 10, jusqu'à 10-15 ans, quoi. Mais donc, il parle du travail domestique pour penser l'implication dans les collectifs de chômeurs et de chômeuses, mais il ne rend pas compte de ce dont tu rends compte, c'est-à-dire de finalement, est-ce que c'est pas
le rôle des femmes que d'être globalement au chômage ou plutôt en fait sans travail professionnel. C'est-à-dire que lui, il fait pas tant le lien, mais c'est aussi parce que justement peut-être il est sociologue, avec justement des aspects peut-être plus contextuels et ou historiques de comment ça pèse en fait la division de ces sphères séparées, hein, et du coup de la non-légitimité de la revendication en tant que femme chômeuse, puisque évidemment ça s'adosse à cette idée que finalement c'est pas si grave quand on est une femme d'être au chômage. Voilà, donc je trouve que donc tu apportes finalement une forme de généalogie à ce travail et ça c'est très intéressant. Après le dernier point hein, sur lequel je voulais revenir, je me suis demandé si tu connaissais ce livre 18 millions de bonnes à tout faire. Je sais pas si tu l'as lu, je vais t'envoyer des photos si tu veux, parce qu'en fait dans ce livre, c'est donc un livre féministe de la fin des années 70, où il y a où sont retranscrits en fait des discussions du comité de chômeuses des LIP, en fait, où elles discutent entre elles et où il y a toute une analyse qui est proposée et c'est très 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 intéressant. Donc là, j'ai relu hier tout ce qui s'y est rapporté. Par exemple, à un moment donné, donc là, je vais pas vous raconter tout parce que ça serait très long, mais elles échangent entre elles, les femmes donc de l'IP, sur leur illégitimité justement enfin leur honte à dire à Besançon qu'elles sont chômeuses, leur difficulté par exemple à aller acheter un paquet de cigarettes et ou s'acheter des robes alors qu'elles sont au chômage, dans la même boutique par exemple où elles vont justement acheter aussi leur carte de réduction du fait de leur position de chômeuse, c'est-à-dire se sentent pas à l'aise donc à faire tout ça parce que voilà. Et donc tout ce qui leur pèse finalement en tant que chômeuse, en tant que femme chômeuse, et notamment le fait que la discussion collective, elle leur permet de mettre à distance ça, et donc dans une approche qu'on pourrait considérer comme étant féministe, même si je pense qu'aucune d'entre elles ne se dit féministe, enfin quoique peut-être avec l'hypoféminin, il y en a peut-être certaines, mais là il n'en est pas question dans 18 millions de bonnes à tout faire, mais en tout cas avec une approche où elles partagent collectivement leurs soucis quotidien hein, de travailleuses domestiques non rémunérées et aussi de chômeuses. Et voilà, où par exemple, il est question hein, et c'est là que c'est différent avec ce que moi j'ai fait dans mon travail sur les anciennes deux, enfin les anciennes deux qui se réunissent sur la base de la mémoire de ce qu'elles étaient avant, où là en fait elles s'organisent en comité de chômeuses, notamment pour se mobiliser pour faire la grève des loyers à Besançon. Hein. Et donc du coup là, ce qu'elles racontent, c'est que dans un premier temps, elles ont beaucoup de difficultés à se sentir légitimes. Et ça, tu le notes. Enfin, surtout quand elles sont mariées, parce que quand elles sont dans des familles monoparentales, on disait pas ça à l'époque, c'est totalement anachronique ce que je dis, mais c'est pas grave. Quand elles sont mères isolées, globalement, elles ont davantage de légitimité à dire qu'elles sont au chômage parce que c'est ça qui va permettre de nourrir globalement leur ménage. Par contre, quand elles sont mariées et que leur mari travaille, elles se sentent encore moins légitimes à le faire et notamment à s'impliquer dans cette grève des loyers. Donc voilà, là j'avais du coup noté un verbatim. Hein, à côté de cette avancée dans leur prise de conscience de travailleuses, subsistent des contradictions dues à leur situation de femme. Cette indemnité de chômage de 90% que leur lutte a arraché au pouvoir public, certaines ne se sentent pas toujours le droit de l'utiliser comme bon leur semble. S'acheter des cigarettes, une robe ou se payer des leçons de conduite. Il y a tout un passage sur une des militantes qui essaye de passer son permis et qui se prend plein de remarque dans la figure, mariées, elles ne se sentent pas toutes le droit de faire la grève des loyers sous prétexte que leur mari rapporte un salaire. Et donc ça me paraît vraiment intéressant puisque elles se sentent en réalité empêchées dans la mobilisation, non pas seulement parce qu'elles ont des enfants en bas âge à gérer ou je ne sais quoi, mais aussi parce qu'elles se sentent pas légitimes à revendiquer la grève des loyers, parce qu'en réalité, bah voilà, le breadwinner continue de peser et que du coup, elles se disent que finalement, même si elles s'organisent, même si elles partagent, même si elles luttent, même s'il y a eu l'hypoféminin, même s'il y a eu tout ça, en définitive, bah, ça pèse toujours hein, cette idée de salaire d'appoint et du coup, s'impliquer pour elles dans la grève des loyers, bah c'est difficile quoi. Voilà globalement les différents points que je voulais évoquer. J'espère que ça te sera utile. Merci beaucoup, Fanny. Avant de laisser la parole à Anna pour rebondir et reprendre un peu, je donne la parole à Agnès, du coup, qui est en visio. Du coup, je vais couper le micro côté salle et laisser la parole à Agnès
Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir apporter des éléments à la discussion. Mais voilà, on va dire que j'ai pris quelques notes. Donc moi, je suis syndicaliste à France Travail, Ex-Pôle Emploi, depuis une dizaine d'années. Je suis coprésidente du Mouvement des mères isolées, une association féministe qui porte un programme politique et qui accompagne et défend les mères isolées. Du coup, je me permets d'ajouter ça parce que ça me paraît intéressant dans le contexte précisément, quoi. Et je vais essayer de proposer quelque chose qui est peut-être un peu plus ancré, en tout cas, dans ce que nous, on traverse, par exemple, aujourd'hui à Pôle emploi, et donc un contexte de lutte actuel, sachant qu'il y a on est en plein changement de paradigme, notamment pour les femmes travailleuses, avec l'arrivée de la loi dite du plein emploi, qui va obliger les bénéficiaires du RSA à travailler gratuitement pour pouvoir continuer à bénéficier donc du RSA. Elles vont devoir signer un contrat d'engagement de 15 heures d'activité. Enfin, elles, je dis elles, mais oui, toutes les personnes. Et donc, à l'intérieur de ces bénéficiaires du RSA, il y a 2 tiers des femmes qui sont inscrites au RSA qui sont des mères isolées. Et donc, on va obliger à travailler gratuitement. Du coup, nous, on est en pleine mobilisation contre cette loi, dont on sait qu'elle va toucher bah, évidemment tous les précaires, mais en particulier les femmes. Donc c'est aussi un combat féministe et essentiel. Donc on fait tout pour faire abroger cette loi. Du coup, j'ai des questions par rapport à la question du travail notamment. Moi, j'entends on veut pas retourner chez nous. Je trouve ça tout à fait normal. Ça va avec l'émancipation et le fait de travailler, hein. Mais est-ce que le travail, c'est de l'exploitation? Ou est-ce que le travail, c'est de l'occupation? Parce que finalement, c'est pas du tout la même chose. Celles qui veulent pas être chez elles, c'est pas les mêmes. Il y en a qui aimeraient beaucoup pouvoir être chez elles, en fait. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ont déjà été largement euh, écrites. Voilà, c'est des vraies questions de qui ne veut pas être à la maison, en fait. Qui ne veut pas être à la maison? Est-ce que c'est les femmes de ménage, les agents d'entretien qui démarrent à 5 heures, qui ont personne pour regarder les enfants? Ou est-ce que c'est la femme qui travaille euh, un peu d'appoint et voilà et qui n'en peut plus d'être chez elle? Du coup, ça pose quand même la question de la classe à laquelle les femmes appartiennent. Et je pense qu'on est un peu obligé d'avoir un... Enfin, on n'est pas obligé, en tout cas moi, je suis là en tant que syndicaliste féministe. Du coup, moi, mes questions, elles sont liées aussi à la classe, parce que c'est pas travailler pour la morale, c'est est-ce que c'est travailler bah, parce qu'il faut manger, nourrir sa famille, et du coup, comment ça se passe, quoi. Et pour poursuivre un peu là-dedans, par rapport au syndicalisme et au féminisme, moi j'aime bien quand on associe les deux, mais j'ai l'impression que dans la réalité, on est toujours assez loin, en fait, et que c'est pour ça qu'il y a énormément de collectifs féministes aujourd'hui. Je sais pas à l'époque, je sais pas il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, pour être très ancré dans les luttes et syndicales et féministes, on voit bien qu'il y a toujours au creux du mouvement ouvrier une espèce de difficulté à accepter les luttes féministes, puisque c'est encore trop souvent, pour certains, un facteur de division de la classe. Et du coup, alors on met pas les luttes féministes. Bon, et donc dans le concret des situations, bah moi je pense qu'il y a le syndicalisme qui est pas encore assez inclusif pour les femmes, qui du coup sont obligées de s'organiser par ailleurs en dehors du syndicalisme pour mener des combats, alors soit des combats, on va dire, de société, mais qui ont aussi besoin de s'appuyer sur des collectifs pour mener des combats, on va dire, de lutte des classes, de grève, etc. Parce que je pense qu'il y a encore un travail énorme à faire pour, voilà, pour que dans le syndicalisme, on tienne compte
du travail gratuit des femmes, travail domestique, des inégalités qui sont pas seulement salariales, mais de traitement, de carrière, que ce soit un vrai sujet, quoi. Là, je reviens à la loi plein emploi, du coup, parce que c'est un peu mon sujet d'obsession. Enfin, pas d'obsession, mais je suis vraiment dedans. Et du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai pas pu vraiment préparer cette intervention, mais je suis là avec plaisir pour discuter. Mais par exemple, il n'y a pas eu du tout de front syndical puissant pour contrer cette réforme, qui a encore une fois un changement profond de société. Il y a eu un front très important contre la réforme des retraites, dont on savait qu'elle toucherait en particulier les femmes, évidemment, puisque c'est les moins bien payés, les carrières hachées, etc. Donc les femmes étaient énormément mobilisées dans les manifestations, plus que dans les grèves, parce que peu de monde était mobilisé dans les grèves. Mais c'est vrai que la réforme là, du RSA, qui va vraiment toucher les femmes et vraiment les plus pauvres, les plus, celles qui sont les plus fragiles, les plus précaires, donc les mères isolées avec leurs enfants, il n'y a pas eu de front. Là, nous, on est en train d'essayer de mener cette bataille et il n'y a pas eu, voilà, il y a un problème il y a un problème. Il y a quelque chose, est-ce que c'est parce que c'est normal, en fait, d'envoyer les gens au RSA travailler? Est-ce que, je sais pas, en fait. Il y a vraiment des questions aussi autour de la notion de travail, de l'obligation de travail, mais de l'obligation pour qui? Parce que cette loi, elle est aussi, enfin, la réforme, c'est aussi pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc, est-ce que on est, voilà, qu'est-ce que c'est que ce qui se passe là? Et du coup, je reviens à ma question un peu de tout à l'heure, c'est bah, le travail, soit on le voit sous l'angle de l'exploitation, soit on le voit sous l'angle de l'occupation. Et, euh, et voilà, je m'arrêterai là-dessus pour, euh, pour maintenant. Merci beaucoup, Agnès. Ton intervention nous permet vraiment d'être au cœur de l'actualité. Et voilà, du coup, on va laisser Anna répondre. N'hésite pas à reprendre la parole par la suite, bien sûr. Et Anna, on te laisse rebondir par rapport à tout ça. Merci énormément pour cette discussion de mon papier, de ces problématiques, parce que franchement, oui, la chose la plus intéressante, je trouve, vraiment pour moi, c'est d'avoir tous ces retours et ça m'enrichit énormément. Et je ne vais pas être en mesure de répondre à tout, mais c'est très stimulant. Alors, je sais pas, je vais prendre un peu dans l'ordre ce qui a été dit. Alors, euh, du coup, Fanny, tu parlais au début de la question de l'offensive gouvernementale pour le retour au foyer des femmes dans la phase de désindustrialisation, évidemment, de, de limitation des possibilités d'emploi et du coup, l'emploi pour qui? Euh, En effet, il y a toute cette question qui est un peu évoquée aussi tout à l'heure par Agnès des sociétés productivistes où l'identité, les rôles est assurée à travers la question de travail professionnel. Il y a la question du coup de ceux qui sont utiles ou pas à la société. Il y a toute la dimension de cacher toute la partie du travail de soins, du travail reproductif. Euh, Moi, un élément que je trouve aussi fondamental et qui était à la base des revendications des femmes dont je me suis occupée à cette époque-là, ça reste la question aussi de l'indépendance économique. Euh, était vraiment crucial en termes aussi de liberté, voilà, d'action. Euh,
quand on parle de la question du marché du travail professionnel, de la différente présence des femmes euh, dans ce marché en Italie et en France, et tout me demandait de manière peut-être un peu provocatrice aussi, est-ce que la question du chômage des femmes est mieux vécue en Italie qu'en France, en raison de ces réflexions aussi sur la valorisation du travail reproductif et domestique. Euh, alors, je pense qu'il y a deux éléments à souligner. D'un côté, le fait que les revendications pour les salaires au travail domestique sont très répandues et développées par certains collectifs du mouvement des femmes en Italie, mais elles n'aboutissent pas à une réalité concrète. Et du coup, en réalité, ce n'est pas qu'en Italie, c'était plus facile pour les femmes au foyer d'être justement économiquement indépendantes. Au contraire, c'était... Voilà. Et aussi, ce que je peux raconter par rapport à cette époque-là, c'est que il y avait en fait une dimension idéologique euh, qui s'exprimait de manière très, très différenciée au sein du mouvement des femmes, et notamment par rapport au féminisme marxiste, par exemple, et par rapport au féminisme intégré dans les syndicats. Euh, Parmi tous les entretiens que j'ai pu faire aussi au cours de mes années de recherche pour la thèse, euh, en- ce qui émerge de la part des femmes syndicalistes, c'est un certain malaise aussi, une difficulté plutôt importante à justement se mettre en relation avec les femmes au foyer et à rediscuter ou à mettre entre parenthèses l'idée qui était à la base de l'engagement des femmes syndicalistes, du fait que le travail professionnel rémunéré, etc., c'était indispensable, crucial. Et du coup, par rapport à cela, on voit vraiment que, euh, si vous voulez, de ce point de vue, le positionnement des syndicalistes françaises et italiennes, c'est plutôt similaire par rapport à la revendication de l'importance de l'accès des femmes au marché du travail professionnel. Euh, et même si, comme je le disais, en Italie, il y a des expérimentations, des situations où les femmes syndicalistes intègrent aussi dans leur activité les femmes au foyer, par exemple. Il y a toujours des résistances, des difficultés très intéressantes aussi à lire, à regarder. Euh, Justement, par rapport à la conception du travail, travail reproductif, etc. Euh, la, euh, un élément qui ressort de mon papier et qui est évoqué pour nous, c'est à quel point les rapports au travail se révèlent de quelque manière plus forts qu'entendus dans la dimension du chômage, justement. Et là, je pense qu'il y a vraiment un jeu différentes dimensions, celle de l'identité un peu, qui est, qui est liée vraiment à l'expérience, à la fierté professionnelle. On parle quand même d'ouvrières, dans ce cas spécifique, d'ouvrières qui étaient embauchées dans des usines très connues, très importantes, très qualifiées. Du coup, il y a cette dimension de l'identité. Il y a la question cruciale de l'autonomie économique, qui fait que pour les femmes, cet attachement au travail est très important. Et notamment, par exemple, dans le cas de Fiat, on a aussi beaucoup de femmes originaires du sud du pays qui ont déménagé dans le nord avec leur famille, etc. Et pour lesquelles, surtout par rapport à leur contexte d'origine aussi, l'accès à ce type
non pas évidemment au travail, parce que entre les femmes, elles travaillent partout, dans toutes les formes, etc. Mais ce type de travail reconnu, rémunéré, etc., ça signifie vraiment quelque chose d'important. Et la troisième dimension que je trouve la plus importante, peut-être, par rapport à l'attachement des femmes au chômage, au travail, pardon, c'est la question du collectif. Et ça revient énormément. Et ça fait pendant, ça, on la, on la lie davantage par rapport au chômage qui est associé à l'isolement. Isolation, voilà. Et, mais, par exemple, en Italie, mon expérience que j'ai étudiée, c'est aussi des cours qui étaient organisés à l'école par les syndicats et que dans leur dimension non mixte, parce qu'il y a eu de l'organisation des cours qui étaient faits par les femmes pour les femmes, hum, à l'époque, les femmes syndicalistes décident d'ouvrir ce genre de cours, notamment aussi aux femmes au foyer. Et il y a beaucoup de productions de documents, de réflexions, etc., qui concernent notamment ces femmes au foyer qui redécouvrent non seulement l'accès à l'éducation, à l'école, etc., mais aussi la dimension du collectif. Et ça, pour elles, c'est vraiment fondamental, crucial, ça change tout, en fait. Euh, voilà. Par rapport à la question de l'âge, alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vraiment euh, traité, pas du tout. C'est intéressant. Je dirais que dans mes cas, je ne l'ai pas traité en tant que sujet spécifique, mais c'est vrai que j'ai des éléments pour penser que dans mes deux cas d'études, il s'agissait souvent des femmes plutôt jeunes et plutôt, du coup, encore avec une charge familiale importante, souvent. Et du coup, dans l'expérience du chômage, il n'y a pas cette dimension dont tu parlais de double vide du travail et de la charge familiale, mais par contre, il y a une prise en charge qui se fait, qui est attendue, on peut dire, de manière automatique et qui empêche notamment la participation en fait aux luttes des chômeurs. Par exemple, dans le cas de Fiat, Alessandra Mecozzi, elle me racontait d'une voisine à elle qui habitait à côté d'elle et qui perd le travail et perd son emploi chez Fiat et qui se retrouve à la maison et chargée de s'occuper des enfants, etc. Beaucoup, genre, d'une manière évidemment différente qu'auparavant et qui est très, très frustrée par cela. Du coup, je pense que ça, c'était une des situations les plus répandues. Mais je ne l'ai pas, c'est vrai, mis au centre. Euh, Par rapport à la perte du coup de l'identité collective, tu parlais et comment pallier à cela et quels sont, il y a des types d'expériences comme celle dont tu t'es occupé de élaboration de deuil fait en forme collective. Et dans mon cas, par contre, il y aurait plus une dimension encore revendicative. Euh, Ce qui est intéressant justement et que tu évoquais, c'est quel est le rôle des syndicats dans tout cela, quelle est la légitimité des femmes à être impliquées dans ces différentes formes d'élaboration collective. Et justement, ce que j'ai noté du coup par exemple dans l'expérience d'Alessandra Mecozzi, c'est que c'est elle qui se propose de faire ces liens entre les comités des chômeurs et les syndicats de manière un peu volontariste, alors que le syndicat, il n'est pas à la base, à l'origine de cette initiative. Et du coup, là, à l'époque, il y avait vraiment un peu une différenciation entre les syndicats qui s'occupent de ceux qui sont salariés, qui sont sur les lieux de travail, et tous ceux qui restent dehors. Et là, comme je le disais, il y a vraiment
une attention d'Alessandra qui dérive de son expérience féministe. Par exemple, une des choses que les femmes syndicalistes avaient fait tout le long des années 70, c'était l'organisation des travailleuses à domicile, qu'en Italie existait encore énormément. C'était des femmes qui étaient salariées par des usines, mais pour faire un travail à domicile, en fait, dans leur maison. Et donc, les syndicats, elles s'occupaient absolument pas. Et du coup, j'ai trouvé que dans l'attention d'Alessandra pour les chômeurs, on a un peu l'écho de ces genres d'expériences. Euh, et là, je voulais faire une notation par rapport à l'actualité, surtout concernant l'Italie. Aujourd'hui, en Italie, les syndicats les plus puissants sont les syndicats des personnes à la retraite, par exemple. Et Avec le plus d'inscrits. les plus inscrits, oui, d'accord, oui, bien sûr. Mais ceux qui ont le plus de ressources économiques, par exemple, ceux qui n'ont pas, non, non, voilà. Et bon, du coup, la dynamique change. Euh, Par rapport à la division sexuée du travail militant, dans le cadre des luttes des chômeurs, moi, j'avoue, je ne connais pas les chercheurs auxquels tu as fait référence. Ça m'intéresse énormément, évidemment. Euh, j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas trop d'attention de sa part au phénomène de celles qui restent en dehors de la lutte parce que, notamment, elles sont empêchées à le faire en raison des différentes contraintes sociales et genrées. Euh, et par rapport aussi aux documents que tu citais, les 18 millions de bons à tout faire, moi, je connaissais plutôt les, 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 les documents lipoféminins précédents, évidemment. Et je profite pour remercier Denise Mibert qui a connecté en ligne et qui m'avait passé ces documents et qui était évidemment très intéressant et fondamental pour moi. Mais il y a encore beaucoup d'aspects que je n'ai pas pu approfondir. Et là, je passe un commentaire et la discussion d'Agnès, que je remercie énormément parce que elle introduit vraiment des dimensions euh, fortes et vraiment importantes. Alors, par rapport à la question de la loi plein emploi, moi, justement, j'aurais plutôt des questions à lui poser si elle pourrait nous raconter un peu plus des alliances. Justement, elle parle Agnès te parle du manque d'un front. Et justement, en t'écoutant, moi, je me demandais quelles sont les alliances qui sont construites autour de cette opposition à la loi et qu'est-ce qui se passe. Et après, je voulais venir, par contre, sur la question de la dimension des classes et de la relation entre travail et que tu posais. Et évidemment que cela est important, mais en même temps difficile à aborder, je trouve. Euh, et lutter pour quel type d'emploi, justement, et pour ne pas rentrer ou rester à la maison, pour qui et dans quelles conditions de vie à la maison. Et c'est clair que ça pose énormément de questions. Euh, Disons que justement, la lutte pour l'emploi était faite, et même à l'époque, par rapport aussi à la qualité des emplois et aussi justement par rapport à la rémunération, au salaire. Et du coup, il y a toutes des réflexions aujourd'hui qui concernent notamment la dégradation des formes d'emploi, la précarité, etc. Et, et qui s'interrogent sur les revenus de citoyenneté. Ça, c'est une discussion ouverte. Évidemment, je n'ai pas de réponse, mais c'est très, très important. Je trouve que dans les cas dont je me suis occupée, il s'agissait quand même dans le cas des ouvrières à la chaîne de montage, etc.,
d'emplois qui étaient considérés quand même de bons emplois à l'époque, pour lesquels était normal et légitime revendiquer de vouloir les garder, même avec toutes les améliorations possibles. Après, un élément intéressant par rapport au salaire, qui est évoqué par Monique Piton dans le cas de l'IP, c'est que, par exemple, pendant la phase de l'autogestion, la caisse des grévistes assurait le paiement des salaires exactement de la même manière qu'auparavant. Alors qu'il y avait pas mal de salariés, et parmi eux, Monique Piton, qui pensaient alors que c'était les salariés eux-mêmes qui décidaient comment distribuer l'argent, ils auraient pu rééquilibrer entre salaire pauvre et salaire mieux. Et ça n'a pas été fait. Du coup, il y a des logiques aussi qui revient après dans la constitution des coopératives, la question des listes, etc., qui se retrouvent du côté des patronats, mais de quelque sorte aussi du côté des syndicats et des salariés. Et finalement, je voulais venir. Oui, tout dernier. On laisse la parole. Oui, à la question Désolée. le fait que la question féministe n'est pas encore considérée à part entière en patrimoine, si on veut dire comme ça, des syndicats. Euh, Bah, je suis d'accord. Parmi mes entretiens, j'ai interviewé aussi des hommes et justement, encore aujourd'hui, ils ont du mal à élaborer la question même des réunions non mixtes qui étaient organisées par les femmes. Là, il y a un niveau de manque de compréhension par rapport à cela qui est encore toujours très important, et même parmi des hommes qui sont globalement très sensibles à ces questions. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Je vous propose donc de vous manifester si vous voulez poser des questions, soit dans le chat pour vous manifester, soit vous levez la main. Sur Zoom, normalement, il y a une petite main qui peut être levée. Et on vous laissera la parole. Je sais qu'il y a des questions. Voilà. Anouk, tu peux libérer ton micro et poser la question. Peut-être te présenter vite fait pour savoir avec qui on a affaire. Merci. Bonjour, merci pour la présentation passionnante et la discussion. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai fait une thèse sur les expériences du chômage en France et en Italie avec une perspective d'études de genre centrale. Mais donc, c'est les expériences actuelles. Et c'est aussi sur le travail gratuit des chômeurs. Bref. Et du coup, moi, dans ma thèse, ça m'a amené à revenir, même si je suis sociologue, sur tout un tas d'éléments structurels de l'histoire italienne, donc l'histoire du droit du travail, de la protection des chômeurs, des politiques familiales, etc. Mais je me suis arrêtée, enfin, je suis remontée jusqu'aux années 90. Et là, je me demandais comment, en fait, les différences entre la France et l'Italie à cette époque-là, en termes de régime de politique sociale, elles influencent, à ton avis, les expériences? Je pense notamment la présence en Italie du système de chômage partiel, la Cassa Integrazione, qui est très présente, le droit du travail qui est différent, les structures du marché de l'emploi. Alors moi, je vois qu'il y a plus de petites entreprises, plus de travail au noir, notamment. Et aussi les politiques sociales qui sont quand même beaucoup plus pauvres en Italie, qui font qu'il y a plus de dépendance familiale aussi des femmes envers leurs compagnons, mais aussi des enfants envers les parents notamment. Voilà. Merci beaucoup, Anouk. On prend d'autres questions, commentaires, interventions. Je ne sais pas si Agnès, tu voulais aussi rebondir ou pas. Enfin, Ouais, je veux bien rebondir. Ok, Merci. vas-y.
Alors déjà sur la question des collectifs, non déjà sur ce que j'ai dit, c'est pour de la discussion, hein. Je dis pas qu'il faut abolir le travail et puis c'est pas c'est pour la discussion parce que je trouve ça intéressant dans la période de quel sens on donne au travail et à ce genre d'incantation, de retourner ou pas à la maison. Mais je trouve ça un sujet intéressant. Par rapport à au ouais, je voulais dire plusieurs trucs. Sur les comités chômeurs qui existent là encore, notamment la CGT chômeur par exemple, ou il y en a d'autres, nous on essaye de faire des choses avec eux tout le temps, en fait, avec France Travail, quoi, parce qu'on sait qu'on a les mêmes intérêts à défendre et qu'on essaye, mais ils ont du mal à avoir du monde, à avoir des forces, à peser en fait, parce que le problème qui va avec le chômage, je vous apprends rien, c'est l'isolement et la difficulté aussi de sortir de l'isolement, de faire collectif, les stigmates aussi qui sont posés sur les chômeuses et les chômeurs, qui freinent les visibilisations, les mobilisations aussi, de faire des coups d'éclat par exemple. Euh, Parce que là, il y a encore une réforme qui est tombée il y a quelques jours de l'assurance chômage. Donc, il y a tout un truc aussi de qu'est-ce que c'est être au chômage, comment les chômeurs sont vus. C'est vraiment de pire en pire, en plus, comme ils sont désignés coupables de leur situation. Ça donne pas énormément de souffle à ces comités qui pourtant font vraiment plein de choses et font en sorte de sortir d'aider les copains, copines à sortir de l'isolement. Mais c'est une vraie question. Sur la partie, je reviens sur là pour le coup les personnes que moi j'ai pu suivre quand j'étais conseillère à l'emploi, parce que maintenant je fais de l'entreprise. C'est évident que les femmes, le premier frein périphérique à l'emploi, c'est la garde des enfants. C'est jamais quelque chose qui est abordé par les hommes, on va pas se mentir, alors que les femmes, c'est systématique qu'il y a cette question de la garde des enfants, qui selon les départements est prise en charge ou pas, qui prend en charge ou pas la garde des enfants, par exemple sur le temps périscolaire. Il y a des endroits où c'est payant, il y a des endroits où ils refusent de prendre les enfants de chômeurs sur les temps de cantine et de périscolaire, y compris sur les ateliers, les, les, les TAP là, à 15h30, ou ça dépend des villes. Mais du coup, c'est un vrai frein parce que les femmes au chômage, elles sont encore plus enfoncées là-dedans. Euh, même quand elles ont même quand elles sont pas seules, hein. C'est quand même elles qui vont gérer, on le sait bien, tout le travail domestique. Et du coup, même, enfin, si le mari travaille, bah alors là, c'est évidemment à elle, mais même si le mari travaille pas, c'est quand même elle qui gère, hein, les sorties scolaires et tout. Et nous, pour le coup, c'est vraiment dans les logiciels, le frein périphérique, garde d'enfants. C'est d'ailleurs pour ça que cette réforme du RSA, je reviens dessus, elle est très problématique. Parce que vu que le premier frein, c'est la garde d'enfants, bah en fait, comment elles vont faire pour aller travailler en plus gratos si elles ont toujours pas de mode de garde pour leurs enfants? C'est compliqué, quoi. Voilà. Et pour revenir un peu à la question des alliances ou du front syndical qui a pas eu lieu, bah, j'ai pas les explications, parce que nous, en tout cas à France Travail, ex-Pôle emploi, donc on était quand même CGT, FSU, contre enfin voilà, pour l'abrogation de la réforme. On a eu du mal à mobiliser, mais parce qu'on n'a pas tous compris, je pense. Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui a été assez peu relayé, en fait, au-dessus. Et j'ai envie de dire, c'est le monde associatif qui s'est emparé là, de cette question de la réforme RSA. Et il y a le Secours catholique qui a sorti, et des associations de terrain. Mais avec le Secours catholique, une centaine d'associations, qui en gros a dit, mais en fait, on ne va pas pouvoir faire face à cette situation de misère. Et nous, on demande l'abrogation de la loi. Et ça a permis, enfin, pas les discussions avec les collègues, etc., euh, de dire non, en fait, maintenant, il faut qu'on se batte pour l'abrogation. Mais ça fait 2 semaines qu'on écrit ça seulement. On se bat pour l'abrogation de la loi plein emploi. Parce qu'elle est passée un peu inaperçue, en fait. C'est un... Il y a eu un passage inaperçu,
Il y a aussi que politiquement, il y a des gens, même dans le camp, même à gauche, entre guillemets, qui se disent oui, bon, enfin, les gens verraient ça, bon, il y a un moment, voilà. Il y a un message qui est pas passé. Enfin, voilà, on n'a pas mesuré, je pense, l'impact de ça. On n'a peut-être pas réussi à mobiliser, mais parce qu'encore une fois, c'est mobiliser les gens les plus précaires, les plus isolés, les plus en dehors du marché du travail. Donc, on le sait dans le militantisme que c'est la difficulté majeure. Voilà.